Il y a un silence unique qui s'installe sur un court de tennis lorsque des millions d'espoirs commencent à s'éclipser point après point. Il ne s'agit pas du calme ordinaire entre les rassemblements, mais du lourd calme qui règne lorsqu'une nation entière réalise un rêve qui risque de s'estomper sous ses yeux. Sur le court central, alors que près de 40 millions de personnes suivaient son parcours à travers les écrans de télévision, les téléphones portables et les stades bondés, Alex Eala est entré directement dans ce silence. Ses mains tremblaient autour d'un service qu'il avait autrefois protégé au cours d'innombrables batailles, tandis que quelque part, sous la surface, quelque chose de bien plus fragile, que la technique commençait déjà à se défaire. De l'extérieur, il semblait que Jasmine Paolini l'avait tout simplement surclassé. C'est l'explication simple, celle reflétée par le tableau d'affichage et répétée dans les résumés rapides des matchs une fois le dernier point terminé. Mais la vérité la plus profonde se trouve quelque part beaucoup plus proche d'Alex elle-même. La raison pour laquelle elle n'a pas pu terminer le travail avait beaucoup moins à voir avec son adversaire que la plupart des gens ne le pensaient, car la véritable bataille avait déjà commencé bien avant le premier service. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au lundi soir 6 juillet, la nuit où tout a doucement commencé à craquer sous la surface. Alex Eala n'est pas entré sur le court central en tant qu'opprimée inconnue dans l'espoir de surprendre le monde du tennis. Elle est sortie comme la jeune femme qui avait choqué tout le monde en éliminant la tenante du titre Iga Swiatek 48 heures plus tôt, portant à chaque pas le poids des attentes de tout un pays. On pouvait presque sentir cette pression peser sur le stade alors que la foule se penchait en avant à chaque fois qu'elle faisait rebondir le ballon, sentant qu'elle assistait à quelque chose de bien plus grand qu'un simple match de 4e tour. Lorsque le match s'est finalement terminé avec la victoire de Jasmine Paolini 6-4, 4-6, 6-3, les scores ne disaient qu'une partie de l'histoire. Partout dans le monde, Alex était déjà devenu quelque chose de bien plus grand que le tournoi lui-même. Plus de 1 200 000 téléspectateurs ont regardé les moments forts de sa remarquable victoire contre Swiatek sur la chaîne YouTube officielle de Wimbledon, attirant apparemment une audience qui a dépassé les vues des moments forts des matchs impliquant des icônes comme Novak Djokovic et Serena Williams au cours de la même période. Pour un jeune de 21 ans originaire de Quezon City, ce genre d'attention mondiale était presque inimaginable quelques jours auparavant. De retour aux Philippines, l'enthousiasme était devenu quelque chose de presque historique. Le gouvernement a ouvert la PhilSports Arena à Pasig City afin que des milliers de supporters puissent se rassembler et vivre chaque instant comme une foule unie. Le président Ferdinand Marcos Jr. a publiquement félicité Alex, la qualifiant de véritable source d'inspiration, et rappelant au pays que Wimbledon représente le plus haut niveau de tennis professionnel au monde. Ces mots reflétaient ce que des millions de Philippins croyaient déjà, quel que soit le résultat final. L'un des leurs avait prouvé qu'elle appartenait à l'élite de ce sport. Lorsque le dernier ballon atterrit et que le match appartenait officiellement à Paolini, Alex ne s'effondra pas sous la déception et ne disparut pas rapidement dans le tunnel. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée au milieu du court central, a levé les mains pour former un cœur et a offert ce simple geste à la foule qui se levait pour l'applaudir. Elle a ensuite rappelé à ses partisans de ne jamais dire de mourir et de jouer chaque point, comme si tout en dépendait. Cela ressemblait à la fin d'une remarquable histoire de Cendrillon, mais sous l'ovation debout se cachait une réalité douloureuse que très peu de gens voulaient reconnaître. La plus grande arme qu'elle était censée porter en quart de finale l'avait abandonnée presque immédiatement. Bien avant que le score final ne devienne impossible à surmonter, les fondements de son jeu avaient déjà commencé à s'effondrer. Ironiquement, c'est aussi cette faiblesse dont de nombreux analystes discutaient tranquillement depuis plus d'1 an, espérant qu'elle finirait par s'améliorer, avant qu'un moment exactement comme celui-ci n'arrive. Sur la plus grande scène de sa carrière, cette préoccupation a finalement refusé de rester cachée. La vérité inconfortable est qu'Alex n'a pas perdu simplement parce que Jasmine Paolini a joué un tennis extraordinaire. Elle a perdu parce que son service le tir qui commence chaque point et donne le ton à chaque échange l'a complètement abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Quiconque a suivi attentivement son évolution au cours de l'année écoulée a probablement senti le danger avant même la fin du premier set. Les signes avant-coureurs étaient déjà visibles avec chaque livraison qui flottait sur le net, avec beaucoup moins de conviction que d'habitude. Tout au long du match, son premier service a manqué à la fois de rythme et de régularité.
Voyageant à environ 80 000 à l'heure, ou parfois même plus lentement, il a atterri avec succès à peine plus de la moitié du temps, avec son pourcentage officiel de premier service terminant à seulement 55,7%. Cela signifiait que presque tous les autres points de service la plaçaient immédiatement sur la défensive, au lieu de lui permettre de dicter le jeu. Contre un adversaire aussi expérimenté que Paolini, renoncer encore et encore à cet avantage précoce est devenu une invitation qui ne serait probablement jamais refusée. Un moment particulier a capturé toute la lutte d'une manière déchirante. Mené 4-1 dans le premier set, Alex a poussé un timide premier service qui a à peine atteint le fond du filet, avant de le suivre avec un deuxième service qui a navigué bien au-delà de la ligne de fond. Il ne s'agissait pas simplement de 2 livraisons manquées, c'était un aperçu visible de l'incertitude qui grandissait au sein de sa confiance. Même les téléspectateurs peu familiers avec le tennis professionnel pouvaient sentir que quelque chose de plus profond que la mécanique commençait à interférer avec son rythme. Les statistiques n'ont fait que renforcer ce que l'œil pouvait déjà voir. Alex n'a réussi à remporter que 48,7% des points joués derrière son deuxième service, permettant à Paolini d'entrer de manière agressive sur le terrain et d'attaquer presque toutes les livraisons vulnérables. Chaque service plus lent devenait une opportunité pour l'Italien de prendre immédiatement le contrôle de l'échange, obligeant Alex à se défendre au lieu d'attaquer. Lorsqu'un joueur perd confiance dans son propre service, le tennis change complètement, car chaque jeu de service devient un exercice de survie plutôt qu'une opportunité de créer une dynamique. Cette perte de confiance se propage discrètement à chaque étape du jeu d'un joueur. Au lieu de se balancer librement, l'hésitation commence à remplacer l'instinct. Au lieu de prendre le contrôle, chaque tir commence à porter le fardeau invisible de la prudence et la confiance cède lentement la place à l'autoprotection. Il s'agit moins d'imposer vos forces que d'essayer désespérément de ne pas exposer vos faiblesses. Rien de tout cela n'est arrivé sans avertissement. L'analyste du tennis Gilles Gross avait déjà fait remarquer qu'Alex possédait l'un des services les plus faibles parmi les joueuses, concourant au plus haut niveau, même si elle se classait parmi les 40 meilleures au monde, grâce à son talent exceptionnel dans presque tous les autres aspects de son jeu. Pendant le tournoi, la commentatrice de la BBC Annabel Croft a également souligné que la vitesse moyenne d'Alex au deuxième service, environ 74 000 à l'heure, restait bien en dessous de la moyenne du circuit WTA et du niveau maintenu par les 10 meilleurs joueurs du monde. Le défaut a toujours existé sous la surface. Lundi est simplement devenu le jour où la pression a finalement été suffisamment forte pour le dévoiler complètement. Cette réalité rend la défaite encore plus déchirante, car le même service avait étonnamment bien fonctionné seulement 48 heures plus tôt contre Iga Swiatek. La mécanique n'avait pas disparu du jour au lendemain. Sa technique n'avait pas fondamentalement changé entre samedi et lundi. Ce qui soulève une question bien plus fascinante si le service lui-même est resté essentiellement le même. Alors qu'est-ce qui a changé chez le joueur qui l'exécute? La réponse ne réside pas dans les statistiques, mais dans l'émotion humaine. Vaincre Swiatek n'a jamais été une simple victoire de plus dans le curriculum vitae grandissant d'Alex. Il s'agit de la plus grande avancée émotionnelle de sa jeune carrière accomplie sur la scène de tennis la plus prestigieuse du monde. De tels moments ne disparaissent pas simplement après une nuit de sommeil. Ils persistent dans l'esprit, remplissant chaque conversation, chaque interview, chaque message de félicitations et chaque moment de calme où la réalité semble encore presque impossible à croire. Alex elle-même l'a reconnu avec une honnêteté remarquable après le tournoi. Elle a admis que gérer les émotions après une victoire aussi énorme faisait partie du métier d'athlète professionnel, expliquant qu'apprendre à récupérer mentalement après des victoires déterminantes pour sa carrière était tout aussi important que de récupérer physiquement. Ces mots semblaient calmes et posés, mais cachés entre eux se trouvait l'expérience d'une jeune femme tentant de réaliser le plus grand exploit de sa carrière, alors que le monde du tennis tout entier tournait soudainement son attention vers elle. Parfois, la pression la plus forte n'est pas créée par la peur de perdre, mais par l'écrasante responsabilité d'essayer de prouver que votre plus grand moment n'était pas un miracle ponctuel. Le contraste entre samedi et lundi devient encore plus frappant lorsque les chiffres sont placés côte à côte. Contre Swiatek, Alex a parcouru en moyenne environ 86,3 000 à l'heure sur son premier service, a tiré 4 as, n'a commis aucune double faute et a remporté 55% de ses points sur son deuxième service.
Même Swiatek a admis par la suite que les accouchements plus lents d'Alex créaient des défis mentaux inattendus parce que leur rythme inhabituel perturbait son timing. Ce jour-là, le service n'était pas spectaculaire en raison de sa seule vitesse. Il était efficace parce qu'imprévisible et exécuté avec confiance. Seulement 2 jours plus tard, ce même plan est devenu la partie la plus faible de toute sa performance. Au lieu de 0 double faute, il y en a eu 3. Au lieu de remporter confortablement des échanges au deuxième service, elle est tombée en dessous de 50%. Au lieu d'utiliser son service pour commencer les points selon ses propres conditions, elle a donné à plusieurs reprises à Paolini l'occasion de dicter les échanges immédiatement. La transformation n'était pas tant technique qu'émotionnelle, reflétant l'énorme poids psychologique porté sur le court central après la plus grande victoire de sa carrière. Plusieurs observateurs sont parvenus à des conclusions similaires. Le média de tennis espagnol Punto de Break a suggéré que les attentes extraordinaires créées par la victoire sur Swiatek pourraient être devenues un fardeau invisible trop lourd à porter seulement 48 heures plus tard. Ils ont noté qu'Alex semblait visiblement moins fraîche, moins explosive et moins libre émotionnellement que lors de son match précédent. Elle portait également du ruban adhésif préventif sur son avant-bras gauche, expliquant plus tard que c'était en grande partie par mesure de précaution après une partie de tennis exigeante. Un autre rappel que l'esprit et le corps commençaient à ressentir la tension accumulée d'une quinzaine inoubliable. Mais le détail le plus remarquable n'est peut-être pas qu'elle a lutté, mais qu'elle a quand même résisté. Malgré l'épuisement émotionnel, la fatigue physique et un service qui l'a trahi à plusieurs reprises, Alex a trouvé suffisamment de résilience pour remporter le deuxième set et forcer le match à se terminer par un troisième décisif. Cette réussite à elle seule a révélé quelque chose d'important sur son potentiel. Le talent requis pour vaincre Paolini était toujours là. Ce qui restait inachevé était d'apprendre à porter le poids émotionnel qui accompagne la grandeur. Et cela nous amène à Jasmine Paolini car aucun récit honnête de ce match n'est complet sans reconnaître la femme qui se tient de l'autre côté du filet. L'expérience est souvent l'avantage le plus discret dans le sport professionnel invisible jusqu'à ce que les moments les plus importants révèlent sa valeur. À 30 ans, Paolini avait déjà survécu à la pression, à la déception, aux attentes et aux tempêtes émotionnelles qu'Alex commençait seulement à vivre. Elle a compris que parfois, le concurrent le plus intelligent ne domine pas immédiatement son adversaire. Parfois, elle attend simplement, reste patiente et permet à la pression de faire le travail que sa raquette n'a plus besoin de faire. Elle est une ancienne numéro 4 mondiale, l'italienne la mieux classée de l'histoire, et elle a atteint la finale de Roland-Garros et de Wimbledon la même année, il n'y a pas si longtemps. Elle sait à quoi ressemble la deuxième semaine d'un grand chelem, d'une manière qui là ne peut tout simplement pas encore. Et la belle ironie est que Paolini est arrivée à ce tournoi avec tout sauf une menace. Sa saison avait été un désastre. Elle souffrait d'une blessure au pied qui avait détruit sa préparation sur gazon et elle avait perdu son tout premier set de Fortnite par 6 matchs à aimer. La plupart des joueurs se seraient effondrés sous ce départ. Au lieu de cela, elle l'a regardé et s'est dit « Eh bien, ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant ». Et elle s'est reconstruite point par point et match par match comme une vétéran qui a appris à ne pas paniquer. C'est ce sang-froid qui a décidé des moments difficiles. Lorsque la pression était à son paroxysme dans le set décisif, Paolini a remporté 94% de ses points de premier service. Elle n'a perdu que 5 points au service sur l'ensemble du set et elle n'a pas fait face à un seul point de break au moment où cela comptait le plus. Elle a effectué 27 voyages au filet et en a converti 18, ce qui est la marque d'une joueuse qui fait confiance à son instinct sous le feu. Elle a même dit qu'elle s'était sentie inspirée en voyant Roger Federer assis dans la loge royale, l'appelant son idole et admettant qu'elle essayait de ne pas penser à lui en train de regarder. C'était le même Paolini qu'Ayala avait battu plus tôt dans l'année à Dubaï par 6 matchs contre 1 et 7 matchs contre 6. Il ne s'agissait donc pas de supériorité des talents. Il s'agissait d'une femme qui avait déjà été dans le grand bain et savait exactement comment retenir son souffle pendant que la jeune star commençait à se noyer dans l'occasion. Et la noyade est précisément ce qui a commencé à se produire parce qu'il y a un seul match dans ce set décisif où toute l'inexpérience d'Ayala s'est déversée au pire moment possible. Et c'est à ce moment-là que tout ce match a basculé pour toujours. Les 2 points qui ont tout changé. Si vous voulez trouver le battement de cœur exact où le rêve s'est évanoui, vous devez regarder les marges minces comme un rasoir, car ce match était bien plus serré que le score final ne le laisse croire.
À mi-chemin, les points étaient presque à égalité à 69 pour Paolini et 68 pour Ayala. C'est un seul point de différence entre les deux. Ce n'était pas une raclée. Il s'agissait d'un tirage au sort qui tombait sans cesse du mauvais côté pour les Philippines. Revenez en arrière et vous pourrez sentir à quel point tout était fragile. Paolini s'est cassé au début du premier set et a couru à 4 contre 1. Mais Ayala a refusé de se coucher et a ramené le score à 4 contre 5 avant que l'Italienne ne la brise une fois de plus pour voler l'ouverture du score. Dans le deuxième set, Ayala est sortie en force, a gâché 3 occasions de break, puis a trouvé sa portée. Le moment le plus électrique de tout son match est survenu lorsqu'elle a affronté 0-40 sur son propre service. 3 balles de break l'ont regardée de haut et elle a réussi 5 points consécutifs pour tenir 5 contre 3 et égaliser le concours. La foule hurlait son nom, puis vint le moment décisif et le moment qui l'empêchera de dormir la nuit. Avec un set verrouillé à 3 jeux, chacun Ayala servait, et elle a grimpé à 40-30. Elle était à 2 points de tenir 4 contre 4 et de garder le nez devant. Et c'est là que les rousses se sont détachées. Elle a envoyé un revers long pour l'amener à 2. Elle a tiré un coup droit large pour donner l'avantage à Paolini. Puis elle a craché une double faute au moment le plus cruel possible, et l'a suivi avec un autre revers long. 4 fautes directes alors qu'elle avait besoin de 4 points propres. Et juste comme ça, Paolini a percé 5-3 et a servi le match. Tout au long de l'après-midi, Ayala n'a converti que 3 de ses 10 occasions de break. Et dans un match décidé par un seul point de séparation, ces occasions gâchées font la différence entre un quart de finale et un billet d'avion pour rentrer chez soi. Elle l'a dit elle-même en salle de presse par la suite qu'à ce niveau-là, tout se joue dans des détails et que ce sont des détails très fins. Mais voici ce qu'elle n'a peut-être pas pleinement réalisé en prononçant ces mots. En haut de la cabine des commentateurs, l'une des plus grandes joueuses de tous les temps avait déjà repéré le défaut tactique qui la saignait silencieusement. Et ça n'avait rien à voir avec la nervosité. Ce que la légende a vu et que vous n'avez pas vu, c'est l'angle dont presque personne n'a parlé. Et c'est celui qui transforme cette histoire triste en une histoire réparable. Pendant que le reste du monde observait les émotions d'Ayala, la nonuple championne de Wimbledon Martina Navratilova surveillait son placement au service. Et elle était franchement déconcertée par ce qu'elle voyait depuis le stand de la BBC. Un graphique est apparu au cours du deuxième set, montrant qu'Ayala, un gaucher naturel, utilisait à peine l'avantage dont les gauchers sont doués à la naissance. Navratilova l'a dit clairement. Elle a dit, pour une gaucheuse, c'est fou. Elle a souligné qu'Ayala servait beaucoup trop souvent sur le terrain des deux et au milieu du terrain, ce qui est le contraire de ce qu'un gaucher intelligent devrait faire. Seul un tiers de ses services se dirigeait vers le revers et Navratilova ne pouvait pas le comprendre. Elle a dit qu'Ayala avait ce méchant service du gauche, mais qu'elle ne l'utilisait tout simplement pas et que l'emplacement la déroutait plus que toute autre chose sur le terrain. C'est ici que cela devient intéressant car l'ancienne numéro 1 britannique Laura Robson a riposté et a donné un contre-argument. Robson a déclaré que sans plus de rythme derrière lui, un service large sur le terrain publicitaire resterait simplement dans la fente et demanderait à être écrasé par le revers de Paolini. Donc vous ne sortez large que si vous êtes prêt à accélérer. Ce petit désaccord entre deux experts vous indique qu'il s'agissait d'un véritable casse-tête tactique et non d'une erreur paresseuse. Et puis l'ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki a ajouté la couche émotionnelle qui lie le tout. Elle a attribué l'effondrement décisif à la crudité d'Ayala, aux douleurs de croissance ordinaires d'une jeune joueuse qui apprend encore à garder son sang-froid dans les plus grands moments, tout en indiquant clairement qu'elle pense que le meilleur est encore à venir. Même les rapports en provenance des Philippines ont remarqué qu'Ayala continuait de laisser échapper des erreurs intempestives sur son aile du revers, alors que le poids de l'événement montait de plus en plus haut. Même les rapports en provenance des Philippines ont remarqué qu'Ayala continuait de laisser échapper des erreurs intempestives sur son aile du revers, alors que le poids de l'événement montait de plus en plus haut. Alors, rassemblez tout cela. Un service que tout le monde savait fragile, une arme du gauche qu'elle ne visait pas correctement, un esprit encore en ébullition depuis samedi, et un décideur qu'elle a trahi avec ses propres erreurs. C'est la vraie raison, et rien de tout cela n'est permanent.
C'est exactement pourquoi cette défaite pourrait finir par être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Pourquoi perdre pourrait être sa plus grande victoire. Éliminer la déception et regarder ce avec quoi elle est réellement repartie, car les conséquences racontent une histoire complètement différente de celle du score. Ayala n'a pas seulement réalisé un beau parcours. Elle a encaissé 300 000 livres de prix en argent, soit environ 396 000 $ américains, et elle a récolté 240 points de classement, ce qui a porté son total à un sommet en carrière projeté au 28e rang mondial. Chaque défaite devrait nuire à ce bien. Elle est devenue la première joueuse philippine de l'ère ouverte à atteindre la 2e semaine d'un grand chelem, dépassant ainsi le 3e tour de l'ère amateur des anciens grands philippins qui l'ont précédée. Et la façon dont elle a géré la défaite devant les caméras était presque plus impressionnante que le tennis lui-même. Il n'y avait aucune amertume ni aucune excuse. Elle a parlé de contrôler ce qu'elle peut contrôler, d'aborder ces moments brutaux avec courage, un esprit stable et une intensité, afin de pouvoir regarder en arrière et ne ressentir aucun regret. La partie la plus révélatrice est la destination suivante de sa tête. Elle a parlé de l'US Open avec une réelle conviction, affirmant que cette semaine ne ferait qu'ajouter à sa confiance et qu'elle aborde chaque match avec l'estime de soi et la pensée qu'elle est capable de gagner. Ce n'est pas la voix d'une fille qui a été exposée, c'est la voix de quelqu'un qui vient de découvrir la taille exacte de l'écart entre elle et le sommet et qui réalise qu'il est plus petit que ce qu'elle craignait. Le président Marcos l'a parfaitement saisi lorsqu'il a posté que cette remarquable série de Wimbledon était peut-être terminée. Mais après ce qu'elle a accompli, le monde commence seulement à voir de quoi les Philippins sont capables. Le service peut être reconstruit. Le placement peut être corrigé. Les nerfs d'un set décisif s'estompent à chaque fois que vous en survivez. Le talent qui a démantelé un champion en titre est déjà là permanent et indéniable. Et la seule chose qui sépare Alexila d'un trophée du Grand Chelem est une faiblesse qu'elle sait déjà réparer. La vraie raison pour laquelle elle n'a pas gagné Wimbledon cette année n'est donc pas du tout une tragédie. C'est une liste de choses à faire et elle a des années pour cocher chaque case. Pensez-vous qu'Alexila répare ce service et soulève un trophée du Grand Chelem avant ses 25 ans? Ou Paolini a-t-elle exposé un plafond qu'elle aura du mal à percer? Déposez votre point de vue honnête dans les commentaires ci-dessous.